les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et ça y est, il est là. À chaque fois, ça me réjouit de vous voir. Tant mieux, moi aussi ça me fait plaisir. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Écoutez, ça va. Je me disais qu'il fallait que vous démarriez plus tôt. Ça embellirait ma journée. C'est la petite surprise de midi, c'est bien vrai. Pour la mi-journée. C'est ma petite cerise sur le gâteau. Bon, tant mieux. Notre face-à-face à partir de 12h40, Marc Toiti, économiste. Eh oui, l'économiste Marc Toiti qui annonce une rentrée catastrophique. Chômage qui augmente, faillite d'entreprises qui continuent de battre des records, hausse des taux d'intérêt. Il dresse un tableau alarmant de la situation économique de la France. On va décrypter tout ça avec lui. Ce sera à 12h40. Et puis notre service après-vente de la vie quotidienne, Clément Barguin, comme chaque jour à partir de midi, avec notre invité qui va nous parler de comment se prémunir de la fraude. Comment on doit réagir. Bonjour. Bonjour Christophe Mazola. Bonjour. Expert en cybersécurité. Exactement, parmi mes nombreuses activités. Merci d'être avec nous ce midi. C'est vrai, la situation est plus que préoccupante pour de nombreux Français. Comment vous analysez, comment vous pouvez expliquer tout ce qui s'est passé ces dernières semaines au niveau des piratages, des fuites de données ? Est-ce que vous pouvez nous dresser d'abord un petit tableau de ce qui est en train de se jouer en ce moment ? C'est malheureusement pas une surprise dans le sens où depuis de nombreuses années maintenant, la France est connue pour cette dette technique. Les fuites de données s'accumulent jour après jour. Je pense que sur les dernières 24 heures, on a une dizaine, voire une vingtaine de nouvelles fuites de données qui ont été confirmées, dont la dernière confirmée il y a quelques minutes, quelques heures par Suez. Donc c'est vraiment à tous les niveaux, que ce soit des organisations privées ou publiques, qui sont malheureusement concernées. Et il y a plein de raisons pour ça. On parle de dette technique, on parle aussi de dette de gouvernance, dans le sens où c'est pas forcément que l'aspect technique de la cybersécurité, mais aussi l'aspect humain qui pose problème. Notre débatteur tout à l'heure en plateau, Georges Parastatis, disait que le Bercy globalement a mis 1,3 milliard d'euros ces 3 dernières années justement pour moderniser notre système. Mais on n'y est toujours pas. Oui, alors c'est un peu à mettre au conditionnel. En tout cas, dans le sens, il y avait effectivement 1,3 milliard qui a été dépensé, mais c'est 1,3 milliard, c'est pour l'ensemble de l'informatique au sein de la DGFiP. Ouais. Il y avait effectivement une roadmap, une feuille de route. Oui, voilà, merci. Une feuille de route qui était donc de 2023 à 2027, en partie pour la réorganisation, mais au final, seul 20% de cette somme a été allouée pour la maintenance et pour on va dire la mise à jour des systèmes existants. Donc c'est une petite fraction, mais qui malgré tout, je reste persuadé que ce n'est pas un problème de budget, mais un problème humain avant tout, parce que le personnel est là, et peut-être des surcouches informatiques qui s'accumulent d'année en année, et puis si la base est pas stable, c'est comme une maison, ça sert à rien de mettre un toit tout neuf. Oui, il y a ça, et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué avec toutes ces années d'expérience en entreprise ou en organisation, qu'elle soit privée ou publique. L'information est connue, la dette technique était connue, les points d'entrée étaient connus également, parce que c'est le même point d'entrée qui a frappé pour la Ficoba en début d'année. Et au final, rien n'a changé en quelques mois, et tout était connu et ils n'ont rien fait. Et le problème que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens savent mais ne veulent pas agir, parce que agir, c'est potentiellement être en échec, et donc c'est associer un non à un échec. Et donc il y a aussi toute une question d'ego autour de ça. Choisir, c'est renoncer, comme on a l'habitude de le dire. Quand on a ces problèmes de fraude, nos données ont fuité, puisque c'est quand même l'objet de notre chronique. Déjà, premièrement, comment on s'en prémunit, comment on essaye de mettre le plus possible nos données à l'abri. Alors là, dans le cas des impôts, c'est totalement impossible. Les impôts ont absolument tout sur nous. Mais comment on fait pour réagir quand on a ce genre d'informations ? Est-ce qu'on doit changer nos identifiants d'accès à la plateforme d'ImpôtsGouv ? Est-ce qui est d'ailleurs France Connect pour la plupart du temps ? Est-ce qu'on doit changer notre façon d'interagir avec les mails qu'on reçoit, etc. Comment on se prémunit là ?
Alors déjà, même si vous n'êtes pas concerné par la fuite de la DGFiP, j'aime à dire qu'en 2026, il y a deux types de Français, ceux dont les données ont fuité et ceux qui ne sont pas encore informés de la fuite de leurs données. Il y a près de 600 fuites de données depuis le début d'année, près de des milliers depuis quelques années maintenant. Donc, il faut partir du principe que vos données ont fuité. Donc ça, tout le monde, tous les Français sont concernés par ça. Il n'y a pas d'exception, quoi. Oui, ça, il y a aucune exception parce qu'au final, on est dans une Clément société qui est Barguin, complètement numérisée. on a tous été concernés par ça. En tout cas, oui, à un moment donné, ça c'est quasi une certitude, parce que toutes les entreprises sont concernées et on est dans une numérisation de la société, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt lors du débat, c'est qu'on a numérisé la société. On a donné nos données à tout le monde, mais sans véritablement comprendre, en tout cas faire comprendre aux gens des potentiels risques autour de ça. Et donc, comment se prémunir des fraudes une fois que les données sont dans la nature, comme c'est le cas aujourd'hui? Il y a un concept que j'aime beaucoup et que je mentionne assez régulièrement en formation ou autre, c'est être poliment paranoïaque. Dans le sens où ne jamais croire ce que vous voyez quand vous ouvrez un email ou quand vous recevez un appel sur votre téléphone qui prétend être un banquier, parce qu'au final, avec le nombre de données qui sont dans la nature, on peut tout savoir de vous. Et quelqu'un qui va venir par téléphone vous parler de votre de toutes vos informations personnelles, qu'elles soient médicales, comme avec la fuite de données depuis confirmée ce matin également, vous ne devez plus croire ce qu'on dit sur vous. Et le meilleur moyen de se prémunir, c'est recontacter l'organisme qui essaie de vous contacter par un autre média, un autre médium. C'est-à-dire que si on vous contacte par téléphone, vous allez raccrocher et on va contacter le numéro de téléphone qui est directement sur leur site commercial. Et un vrai service ne sera jamais... J'ai le numéro de mon conseiller bancaire. Je me fais appeler par un numéro qui peut-être même ressemble, parce que il y a aussi ça, il y a l'usurpation des numéros de téléphone. Il y a des logiciels qui le permettent visiblement de le faire. Exactement. Je raccroche et je rappelle le numéro avec lequel j'ai l'habitude de converser pour m'assurer que c'était bien cette personne-là qui m'appelait. Exactement, oui. C'est le meilleur moyen de se prémunir des arnaques. Et ça, c'est la première étape, on va dire. La deuxième étape, si savoir suffisait, il y aurait plus d'arnaques. Deux secondes. Je veux vraiment que ça, ce soit bien clair et qu'on imprime dans l'esprit de celles et ceux qui nous écoutent. Quand on a un numéro de téléphone qui est celui de notre banque, ou même un service de confiance, par définition, on ne fait pas confiance. C'est ça le principe de précaution qu'il faut avoir. Et donc, si on nous demande des informations sensibles, on raccroche et on rappelle et on demande « Est-ce que c'est bien vous que j'ai eu au téléphone à l'instant ?» Oui, exactement. C'est aussi simple que ça, parce que malheureusement, les données sont dans la nature, on ne peut plus les récupérer, et on va devoir vivre avec ça pendant des années, parce qu'une fois qu'elles sont dans la nature, prenons l'exemple de la fuite de données par rapport à la DGFiP, on pourrait très bien vous recontacter dans 3 ans et dire il y a un problème avec votre déclaration d'impôt de 2025, il y a un rappel à effectuer, un paiement à effectuer, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé avec la DGFiP. Et donc, c'est vraiment cette paranoïa simple, on va dire, à avoir constamment dans les années à venir. Il y a ce SMS là, maman, j'ai perdu ma carte bancaire. Même ma mère a été victime de ce truc-là, où je l'aurais contacté pour lui dire que j'ai un problème de carte bancaire. Est-ce qu'elle peut me dépanner, je sais pas quoi. Ça. Pareil, j'ai perdu mon téléphone, maman, je la contacte avec un SMS d'un autre numéro. Là, on essaye d'appeler le numéro qui nous contacte. Ou on appelle surtout la personne d'origine. Oui. Avec le numéro avec lequel on a l'habitude de la joindre, quoi. Exactement. J'ai une histoire comme ça. Mon dentiste s'est fait avoir, s'est fait soutirer 2000 € par un message comme ça. Et son erreur, ça a été de répondre « Oui, c'est ton fils ». Et au lieu de dire « Mais quel fils ?», il a donné le prénom des 2 enfants et manque de bol, il a choisi l'enfant qui avait pour habitude de perdre son téléphone. Et donc, il a envoyé un virement de 2000 € alors qu'il fallait simplement contacter le numéro de son fils pour savoir que c'était une manipulation assez sommaire au final.
Clément Barguin. Et au niveau des données, moi c'est ça qui m'intéresse, on parle de données au sens large, mais aussi qu'est-ce qui intéresse les hackers, les pirates, quelles sont les données les plus sensibles, et derrière comment elles sont réutilisées? Alors, il faut savoir que la plupart du temps, les hackers vont faire du hacking par opportunité. Ok, c'était un débat également qui était mentionné un peu précédemment. On va pas forcément viser telle institution parce que c'est telle institution, mais simplement parce qu'il y a une opportunité. Et cette opportunité, au niveau de l'État, elle était connue. Si on voit la feuille de route numérique du Premier ministre qui a été communiquée au mois d'avril, on savait que l'entièreté des ministères était complètement à la rue en termes de sécurité informatique au vu de ce qui était demandé. Et donc c'est principalement par opportunité. Et donc ce que vont faire les hackers avec les données, c'est principalement les revendre parce que ça peut avoir une valeur. A priori, les données de la DGFiP ont déjà été revendues à plusieurs personnes pour un montant qui reste encore à confirmer. Et donc c'est de l'achat-revente. Et l'idée, c'est après par la suite faire des attaques de masse et donc essayer d'arriver ce qu'on appelle du phishing en anglais ou de l'ingénierie sociale. C'est qu'on va pêcher. Comme on va à la pêche et essayer d'avoir quelqu'un qui va mordre à l'hameçon pour potentiellement payer une demande de paiement ou récupérer des accès supplémentaires, des mots de passe et autres pour pouvoir avoir plus d'informations sur vous et potentiellement voler des comptes Netflix ou Disney ou autres par exemple. Christophe Mazola, si je me fais pirater, est-ce qu'il existe des assurances auxquelles je peux avoir recours éventuellement pour me rembourser du préjudice subi ? Alors, première chose, si vous faites pirater, contactez la police, premièrement. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, vous avez également un service du gouvernement qui est cybermalveillance.gouv.fr qui va permettre justement de... Ok. Oui. Je crois que je vous ai perdu. Non, qui va justement... Ok. Ok, donc il va justement vous permettre d'avoir une assistance technique et administrative sur ce sujet-là. Maintenant, la banque est censée vous protéger si jamais vous êtes piraté, que vos comptes puissent être vidés, que vous faites des paiements frauduleux. Il y a Stéphane justement qui demande sur X, est-ce que je peux demander à ma banque de me rembourser les sommes qui ont été prélevées sur ma carte bancaire si jamais j'ai été victime de fraude? La réponse est oui, non? Alors, oui. Je pense même que c'est une obligation légale, mais je connais très peu de cas où la banque a refusé. Je connais un cas actuellement où la banque avait refusé de rembourser quelqu'un, mais cette personne était malheureusement trop sujette aux arnaques et après 5 ou 6 arnaques en l'espace de 2 ans, la banque a décidé de la blacklister de l'assurance. Ah ouais. Merci beaucoup Christophe Mazola, je rappelle vous êtes expert en cybersécurité, merci pour ces éclaircissements dans notre service après-vente de la vie quotidienne. Clément Barguin, dans quelques instants, déjà notre radio libre avec vous au 0826 300 300, mais surtout notre face-à-face à 12h40. Et oui, notre face-à-face, on va s'intéresser à la rentrée économique qui s'annonce catastrophique selon Marc Toiti, économiste. On va décrypter, parler de tout ça avec lui, ce sera à 12h40.